Alors, bienvenue dans ce nouveau cours d'ondes d'optique et de physique moderne. Aujourd'hui, on va commencer, ça fait suite au cours sur les ondes progressives sinusoïdales. Aujourd'hui, on va commencer l'étude des ondes stationnaires. Donc, on va étudier essentiellement les instruments à cordes. OK. Donc, si on commence on était rendu si vous voulez suivre, on avait terminé l'exemple 6 dans les notes de cours. On est maintenant rendu à l'exemple numéro 7 dans ces mêmes notes de cours. OK? Donc, euh, donc, à la question numéro 7, on vous dit une corde uniforme de masse 30 grammes et de longueur 6 mètres est maintenue sous tension par une masse de 2 kg. Déterminez la vitesse de propagation d'une onde sur cette corde. Donc, ça peut sembler sortir de nulle part un petit peu, surtout si on compare avec ce qu'on a vu auparavant. Là, ici, il n'y a pas de notion d'onde en tant que telle, sinon, on vous demande à quelle vitesse les ondes vont se propager dans cette corde-là. OK? Dans le fond, imaginez que vous avez quelqu'un qui est à une extrémité de la corde puis qui envoie une impulsion. On se demande la vitesse à laquelle l'impulsion va voyager le long de cette corde-là, puis on vous donne comme paramètre la longueur de la corde, la masse de la corde, puis la masse qui la maintient sous tension, donc essentiellement la tension qu'il y a dans la corde. Donc, si on regarde ce que ça donne, imaginons que vous avez la situation suivante, puis que vous avez une impulsion qui se déplace dans une corde. Okay? Donc, tout ça, c'est une vue excessivement ralentie de la chose. Là. Donc, vous voyez une impulsion se déplacer de de la gauche vers la droite, ici à une vitesse très lente. Imaginons maintenant qu'on change de système de référence puis qu'on se met dans un référentiel qui se déplace à la même vitesse que l'impulsion. Que ce qu'on verrait serait la corde se déplacer de la droite vers la gauche. Okay? Donc, on a vraiment ici la même impulsion qui se déplace à la même corde, sauf qu'on a changé de référentiel. Okay? Je vais y revenir dans quelques secondes. Imaginons maintenant qu'à ce référentiel-là, on place notre corde. C'est comme si notre corde, dans le fond, se déplaçait à la surface d'un cercle de rayon grand R. Okay? Puis on va vous demander quelle est la vitesse d'une impulsion dans cette corde-là. Okay? On va voir qu'une relation simple où la vitesse dans la corde est donnée par deux paramètres, la tension dans la corde, qu'on représente par la force F, puis la densité linéique de masse de la corde, qu'on représente par la lettre grecque mu ici. Okay? On vient de parler de changer de référentiel, de changer de système de référence. Moi, personnellement, une des scènes que j'aime toujours, c'est un film, un classique, là, ok? Ça date de je sais pas quelle année, là, ce film-là, des années 80. Là. Mais juste pour vous donner un exemple de quand on parle de changement de référentiel, de quoi on parle, là, ok? Mais c'est exactement ça. Ok. Donc tout le monde s'attend à ce que ce soit le train qui soit en mouvement relativement à la station. C'est le cas, le train est en mouvement relativement à la station. Dans l'exemple qu'on a ici, c'est vraiment la station de train qui se met en mouvement. Puis j'ai toujours trouvé ça assez niaiseux comme exemple. Mais bon, donc ici, les deux référentiels, c'est soit vous êtes dans un référentiel où la station de train est immobile puis le train se déplace par rapport à elle, ou vous êtes dans un référentiel où le train est immobile puis la station se déplace par rapport à elle dans l'autre direction. Okay, donc c'est vraiment juste petite parenthèse. Nous, ce qu'on va voir, on va utiliser la figure suivante. Ici, c'est une figure tirée du manuel. Si on veut déterminer la vitesse d'une onde dans une corde, on va utiliser une figure comme ça ici. Okay. Donc, ce qu'on a ici, on a un élément de corde okay, qui se déplace à la vitesse v. Notre corde tourne sur un cercle de rayon grand R, puis elle est soumise à une tension F de part et d'autre. Nous, ça serait T dans notre exemple. Okay? Donc, c'est le schéma que je vous ai reproduit ici. Okay? Donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est analyser les forces qui agissent sur notre corde. Excusez-moi. Donc, c'est analyser les forces qui agissent sur notre bout de corde pour essayer de trouver une relation entre la vitesse de la propagation de la corde puis les autres paramètres qu'on a vus. Voyons. Excusez. Donc, on va tout simplement appliquer F égale ma à notre corde. Okay? Donc, on va regarder la somme, la somme des forces agissant sur ma corde me donne m fois l'accélération. Puis, ce qu'on va regarder, c'est l'ensemble des forces qui agissent sur elle dans la direction ici radiale, ou centripète, pardon. Okay? Dans la direction, ben oui, c'est ça, radiale. Okay? Donc, on va devoir faire deux choses. Premièrement, c'est regarder notre vecteur
tension, on va avoir une force ici dans la direction radiale, puis une force dans la direction tangentielle. Nous, on va regarder uniquement la force dans la direction radiale, puis on remarque qu'on a la même force de part et d'autre. Ok? On se souvient également que la tension dans une corde est partout la même. Donc, quelles sont les forces qui tirent vers le bas ici dans notre exemple? Ben, il y en a deux. On a deux fois Fx qui tire vers le bas. Ce qu'on devrait faire aussi, évidemment, c'est considérer le poids là, ok, de cet élément de corde-là, mais on va négliger la masse. On va négliger, pardon, le poids devant la grandeur de la tension. Donc, on va supposer que la tension est beaucoup plus grande que le poids, puis qu'en fait, le poids joue aucune influence sur la force nette qui tire sur mon bout de corde. Ok. C'est généralement justifiable dans le cas de cordes très légères qui sont soumises à une grande tension. Ok. Euh, quelle est l'accélération de mon bout de corde? On a dit mon bout de corde il est en rotation sur un cercle de rayon R. Donc une accélération centripète qu'il tire pour le maintenir en rotation, cet élément de corde-là. On a vu dans le cours de mécanique que la force centripète s'exprimait. Donc lui, on va le mettre égal à 0 parce qu'on va dire qu'il est négligeable. Puis l'accélération centripète, on sait que c'est V carré divisé par R de façon générale. Okay? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, premièrement, si ma tension F dans la corde est orientée comme ça, moi j'ai besoin de sa composante verticale qui est ici. Ce qu'on nous donne, on nous donne l'angle θ ici. Okay? Donc j'ai le même angle θ qui est ici. À ce moment-là, le sinus de θ est égal au côté opposé, Fx, sur l'hypoténuse F. Donc Fx est égal à F fois sinus de θ. Okay? Donc j'ai 2 fois F sin θ d'un bord. Puis je l'ai dit, l'accélération centripète, c'est V carré sur R. Okay? Quel est le R? Ben, le R, c'est le rayon de mon cercle fictif, ici, là, okay, qui est grand R. Okay. Il manque deux choses. Ben, il manque un petit peu. Sin de θ ici. Okay? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Okay? Mais premièrement, on va utiliser encore une fois, puis on va le faire plus souvent qu'à notre tour. On va supposer que c'est un élément de corde très petit, voire infinitésimal. Okay? Donc, l'angle θ devrait être assez petit, merci. Puis à ce moment-là, le sinus de θ est à peu près égal à l'angle θ quand il est exprimé en radians. Okay? Donc, je vais pouvoir remplacer sin θ par θ tout simplement. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ensuite? C'est qu'il va falloir que j'établisse, par exemple, deux choses. Quelle est la masse de mon élément de corde ici? Okay? Donc, mon élément de corde, je vais utiliser excusez. Donc, je vais utiliser la définition. Posons. OK. Excusez, là, j'essaie de savoir me déplacer. La variable mu qui est la densité linéique de masse. OK? Donc, je prends ma masse de ma corde en kilogrammes, puis je la divise par la longueur de ma corde en mètres. OK? Donc, c'est une variable, ben, c'est une constante en fait qui dit 1 mètre de corde pèse tant de kilogrammes. Okay? C'est une propriété de la corde uniquement. Dans mon exemple, la masse de la corde est de 30 grammes, sa longueur est de 6 mètres, donc elle pèse 5 grammes par mètre. Okay? Exprimé en kilogrammes. Donc, comment je fais pour trouver la masse de mon petit bout de corde? Ben, j'ai juste à prendre la masse de mon petit bout de corde qui va être mu fois la longueur de mon petit bout de corde. Donc, autrement dit, si c'est vrai pour une corde totale de masse grand M puis de longueur totale grand L, si ma longueur de ma corde c'est petit l, mon bout de corde mesure petit l, la masse petit m de ce petit bout de corde-là va mesurer mu fois petit l kg. Okay? Quelle est la longueur de ce petit bout de corde-là maintenant? T'sais, on déplace le problème à chaque fois. Okay? Donc maintenant, on a quoi? 2f θ est égal à m, donc qui est mu fois la longueur fois v carré divisé par grand R. Bon, j'ai avancé. En tout cas, j'ai certainement déplacé le problème. Donc, au lieu d'être M, c'est rendu la longueur de la corde. Qu'est-ce que j'ai comme information? Ben, je peux utiliser la définition du radian. Okay? Ça, vous vous souviendrez, vous devriez vous souvenir
qu'un angle en radian, OK, c'est défini comme étant le rapport entre la longueur de l'arc de cercle puis le rayon du cercle. OK, donc prenez un arc de cercle ici qui mesure delta x mètres sur un cercle de rayon r. L'angle en radian va être donné par delta x sur r tout simplement. OK. Donc dans mon exemple, qu'est-ce que j'ai? Moi, je cherche à évaluer la longueur de l'arc de cercle L, mais ça va être R fois l'angle sous-tendu. OK? Donc, la longueur de l'arc de cercle, c'est simplement le rayon du cercle multiplié par l'angle sous-tendu par mon arc. Appliqué à la figure que j'ai en haut, la longueur de l'arc de cercle va être donnée tout simplement par le rayon grand R multiplié par l'angle qui est ici 2 fois mon angle θ. Donc, je peux remplacer le L qui est ici par R fois 2θ. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 fois F fois θ est égal à mu fois R fois 2θ multiplié par V carré divisé par R. C'est pas le plus beau R au monde. Vous m'excuserez. Mais maintenant, qu'est-ce que je remarque? Je peux simplifier les facteurs 2. Je simplifie mon angle θ. Je simplifie mon terme R. Puis il me reste quoi? Il me reste une relation qui dit que F est égal à mu fois V au carré, ou encore que V est égal à racine de F divisé par mu. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si ma corde est soumise à une tension T ou à une force F, okay, puis que ma corde a une certaine densité de masse qui lui est propre, mais ça va automatiquement fixer la vitesse à laquelle les impulsions vont se déplacer dans une corde comme ça. Donc, prenez une corde tendue, faites-la shaker en bon français à une extrémité. La perturbation va se déplacer à une vitesse qui ne dépend que de deux paramètres, soit la grandeur de la tension dans la corde, puis la grandeur de la densité linéique de masse de ma corde. Ça veut aussi dire que plus la tension dans la corde est grande, là, donc prenez un F ou un T de plus en plus grand, plus la tension est grande, plus la vitesse des ondes va être grande. Okay? Intuitivement, ça a-tu de l'allure? Mais si mon milieu est plus tendu, que je donne une impulsion, il y a des bonnes chances que l'impulsion voyage plus vite. Okay? Puis c'est inversement proportionnel. Ben, OK, il y a la racine, là, mais on va dire, plus la densité de masse est grande, plus la vitesse va être faible. Est-ce que ça a de l'allure? Ben, plus la densité de masse est grande, ça veut dire que plus ma corde est grosse, plus elle est massive, ben, plus elle a une grande inertie. C'est ça aussi la définition de la masse. On se souvient, la masse est une mesure de l'inertie d'un objet. C'est quoi l'inertie d'un objet? L'inertie d'un objet, c'est la difficulté, c'est une mesure de la difficulté de sa résistance à des variations de vitesse. Donc, ça a de l'allure en même temps. Plus la masse de la corde est grande par unité de longueur, plus ça va être difficile de la mettre en mouvement. Donc, on peut s'attendre à ce que la vitesse de propagation de l'onde diminue, elle aussi, avec le temps. Okay? Donc, qualitativement, c'est quelque chose qui a de l'allure. Okay? Pourquoi on étudie ça? Ben, deux choses qui sont importantes. La première, c'est de réaliser que la vitesse dans une corde ne va dépendre, la vitesse des ondes dans une corde ne va dépendre que de la densité linéique puis de la tension dans cette corde. La deuxième, c'est qu'on va voir que ça a des applications pour, par exemple, les ondes stationnaires qui s'en viennent bientôt. Okay? Donc, dans notre exemple, si on vous demande de déterminer la densité, la vitesse, pardon, dans notre corde à l'exemple numéro 7. Okay. On a ici, c'est quoi la tension dans la corde? Mais premièrement, on dit la tension est la masse. On a une masse de 2 kg ici. C'est elle qui va donner la tension dans la corde. Okay? Parce que la masse qui est en équilibre ici, là, okay, donc la masse qui est ici, là, la masse grise, si c'est en équilibre, c'est parce que le poids est égal à la tension. Le poids vers le bas est égal à la tension vers le haut. Okay? On appliquerait F égale ma en disant que la somme des forces est égale à 0 parce que mon objet est en équilibre.
ou encore que somme des forces est égale à ma, mais que l'accélération est nulle. Quelles sont les deux forces? Supposons que les forces vers le haut sont positives. On a tension positive, poids négatif. Donc la tension est égale au poids de l'objet qui est suspendu. 2 fois 9,8. Okay? Donc le poids d'un objet, on se souvient, c'est m fois g. Donc c'est la masse suspendue, 2 kg fois 9,8, qui donne 19,6 newtons. Okay? Donc, quelle est la vitesse de propagation des ondes dans cette corde? V égale à racine de t sur mu. Ben, on vient de trouver que la tension, c'est 19,6 newtons. Que vaut la densité linéique de masse? Ben, on nous dit que la densité linéique de masse, mu, c'est la masse de ma corde divisée par sa longueur. Donc, ma corde fait 30 grammes. Il faut faire attention aux unités. Puis sa longueur fait 6 mètres. Donc, j'ai la densité linéique de masse qui est 5 grammes par mètre. Donc, 5 fois 10 moins 3 kg par mètre. Pardon. Excusez. Donc, ça me donne une vitesse de 62,6 mètres par seconde. OK? Donc, peu importe le type d'onde ou de peu importe quoi, l'onde va voyager à la vitesse de 62,6 mètres par seconde dans cette corde-là parce que c'est une corde dont la densité est de 5 grammes par mètre qui est soumise à une tension de 19,6 newtons. Changez un de ces paramètres-là, vous allez changer la vitesse des ondes, mais c'est indépendant du type d'onde qui se déplace dans cette corde-là. Bon, à la question suivante, on vous demande qu'est-ce qu'une onde stationnaire? Okay? Donc, à quoi ça ressemble une onde stationnaire? En fait, ben ici, on a en fait deux ondes. Nous, ce qu'on a étudié à date, c'est les ondes progressives. Donc, ce que vous voyez ici en haut. Oups, pardon. Okay. Donc, vous avez une onde progressive ici, qui est une oscillation de haut en bas des oscillateurs le long d'une corde, puis l'impulsion se déplace dans une direction. Tandis qu'une onde stationnaire, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va osciller comme ça sur place. Okay? Donc, il y a quelque chose qui est semblable, okay, aux ondes progressives. Donc, si on compare encore une fois avec une onde progressive, pardon. Donc, si on revient, comme je vous disais, avec une onde progressive, ben, ici, ce qu'on voit, c'est ça. C'est qu'on a une collection d'oscillateurs le long de la corde. Puis, tout va osciller. Okay? Chaque oscillateur va osciller avec une fréquence F qui lui est propre. Puis, le déphasage successif entre les oscillateurs est ajusté de façon à ce qu'on voit une onde traverser le milieu. Okay? Donc, si on fait le lien avec nos ondes stationnaires maintenant, okay, qu'est-ce qu'on voit dans une onde stationnaire? En fait, c'est qu'on voit le même mouvement d'oscillation. Okay? On voit la même collection d'oscillateurs qui oscillent tous à la même fréquence F. Sauf que c'est comme si on avait été modifié le déphasage. Okay? On n'a plus des oscillateurs qui sont on n'a plus des oscillateurs qui sont déphasés l'un à la suite de l'autre, comme on avait précédemment, mais on a une amplitude d'oscillation. C'est comme si on avait une multitude d'oscillateurs, mais où l'amplitude des ondes individuelles dépendait de leur position. Donc, autrement dit, un oscillateur qui est ici va osciller sur une amplitude beaucoup plus grande qu'un oscillateur qui est situé à cette position-là, le long de la corde. Donc, c'est plus comme si c'était les phases qui dépendaient de la position le long de la corde, mais c'est comme si c'était l'amplitude d'oscillation qui dépendait de la position le long de la corde. Okay? Donc, une onde stationnaire, a priori, on a les mêmes propriétés que dans les ondes progressives. Donc, on a la notion d'un paquet d'oscillateurs qui sont sur une corde. On a qui oscille à une fréquence F. On a aussi une longueur d'onde. Donc, on voit clairement ici qu'il y a une longueur d'onde à cette onde stationnaire-là. Là. Okay? Donc, on a les mêmes notions d'amplitude d'oscillation, de fréquence, de longueur d'onde.
mais c'est pas, ça s'exprime pas de la même façon. OK? Donc, c'est quelque chose qui a une très grande parenté avec les ondes progressives, mais qui n'est pas une onde progressive en tant que telle. Donc, si on revient, excusez, euh, comme je vous disais, on a une longueur d'onde à notre onde stationnaire. Là, on voit ici que on peut très bien définir une longueur d'onde, qui serait la distance entre deux crêtes. Si je mets ça sur pause pendant une seconde, il n'y a aucune différence entre une onde progressive qui est sur pause puis une onde stationnaire qui est sur pause. Les deux sont une collection d'oscillateurs qui oscillent à la fréquence F. Les deux ont une amplitude les deux ont une même notion d'amplitude, des oscillateurs qui oscillent sur une certaine amplitude. Il y a une longueur d'onde, il y a quelque chose qui bouge, mais sauf que dans une onde stationnaire, c'est comme si, puis c'est pour ça qu'on appelle ça une onde stationnaire, c'est que le pic, il n'y a pas de mouvement net de l'onde. Okay? On n'a pas une onde qui se déplace comme dans le cas d'une onde progressive, on a une onde qui ne semble pas bouger, pour ça qu'on appelle ça une onde stationnaire. Okay? Comment est-ce qu'on peut expliquer la formation d'une telle onde stationnaire maintenant? OK. Ben, il faut s'imaginer qu'on est une personne à l'extrémité d'une corde et qu'on envoie une impulsion. OK? Imaginons quelqu'un qui envoie juste une première impulsion. On vient de voir que la tension dans la corde puis la densité linéique de masse vont déterminer la vitesse à laquelle l'impulsion va aller, va voyager le long de la corde. Mais supposons que mon impulsion qui se déplace le long de ma corde vient frapper un obstacle puis est réfléchi vers ma source. OK? Connaissant la longueur de la corde, puis connaissant la vitesse de propagation, je peux me dire combien ça va prendre de temps à l'impulsion pour aller puis revenir. Mais si au moment où elle revient, et puis qu'elle réfléchit à nouveau, j'envoie une nouvelle impulsion, mais exactement au bon moment, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir un mouvement amplifié, il va y avoir de l'interférence constructive, puis à ce moment-là, je peux voir quelque chose qui s'amplifie. OK? Donc, une illustration de ça ici, ça serait donné par ça. Donc, justement, comment imaginer la formation d'ondes stationnaires? Donc, ça, c'est dans une piscine à vagues, littéralement. Là. OK, donc, qu'est-ce qu'on observe? Ben, c'est que, je vais laisser ça, là. OK. Euh, Imaginez que vous avez ici une piscine à vagues. OK. Puis, ici, c'est pas une corde, donc, tu sais, la vitesse va pas être mesurée de la même façon. C'est pas racine de t sur mu. Mais, supposons que vous avez quand même la même chose. Vous voyez ici qu'à l'autre bout, là, on envoie des vagues. On avait marqué à une fréquence de 0.6 Hz. OK? Donc, on a juste quelqu'un qui envoie des ondes, OK, à toutes les 0.6 secondes, il envoie une vague. OK? Puis la vague, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle avance à la surface de la piscine, puis elle réfléchit par le mur qui est de l'autre bord, puis après ça, elle revient sur elle-même. OK? Ici, pourquoi la fréquence de 0.6 Hz? C'est parce que justement, on connaît la longueur de la piscine, on connaît à quelle vitesse les ondes se propagent à la surface de l'eau. Donc, on n'a pas mis ça au hasard. OK? Donc, si on continue, qu'est-ce qu'on voit apparaître? OK? Ben, au début, on a vraiment l'impression que les ondes avancent. OK? Et plus ça va aller, les ondes vont être réfléchies. Puis là, on va commencer à voir apparaître une onde stationnaire. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe à ce moment-ci, là? Si vous remarquez, c'est pas clair. C'est de moins en moins clair dans quelle direction les ondes se déplacent. OK? Donc, si on laisse le temps au système de s'installer, à un moment donné, on va atteindre des ondes stationnaires. Puis, dans ces conditions-là, c'est qu'on ne voit plus dans quelle direction les ondes se déplacent. OK? Donc, on a littéralement atteint un état où on a une onde stationnaire on a quelqu'un qui émet des ondes à une certaine fréquence, les ondes vont voyager, revenir, puis au moment où ils reviennent et qu'ils sont réfléchis à nouveau, on envoie une autre onde, mais au bon moment, de façon à ce qu'on ait une amplification puis un effet de résonance, en fait, littéralement. Okay? On a de l'interférence constructive entre l'onde qui est réfléchie pour une seconde fois, puis la nouvelle onde qu'on envoie, puis ça va faire apparaître une onde stationnaire dans la piscine, par exemple. Okay? Donc, comment est-ce qu'on explique la formation d'une onde stationnaire? Ben, imaginez que vous avez une première onde qui se déplace vers la droite ici. Donc, excusez, là,
Franchement, là, vous devriez voir comment je suis installé. Donc, imaginez que vous avez une première onde qui se déplace, une onde sinusoïdale, là, qui se déplace vers la droite ou vers les X positifs. Cette onde-là frappe un mur, puis va être réfléchie vers la gauche. Okay? Donc, cette onde-là va subir une réflexion. Donc, vous allez avoir, évidemment, il ne faut pas que ça fonctionne. Hein? Ça serait le fun. Hein? OK, excusez. Vous voyez comment des fois. Donc, imaginons maintenant à place que vous voyez ça ici. Donc, vous avez, comme on disait, la première onde en vert qui se déplace vers la droite, rebondit sur un mur, puis elle va être réfléchie ensuite vers la gauche. Okay? Mais ce qui est important de remarquer, premièrement, c'est que si elle frappe un mur, on se souvient quand on a étudié les propriétés des ondes que dans le cas d'une réflexion, il peut y avoir des réflexions dures ou des réflexions molles. Okay? Ben ici, si vous frappez un mur, c'est comme si vous frappiez un milieu qui ne bouge pas. C'est comme si ma corde, là, l'onde a frappé un endroit où c'est attaché. Elle va subir une réflexion dure. Donc c'est pour ça ici si on remarque comme il faut, l'amplitude de l'onde en bleu est toujours renversée par rapport à l'amplitude de l'onde en vert. C'est niaiseux, mais je cherche le curseur. Je cherche ma souris. OK, donc, wow. OK, bon. Ah, ici. Donc, l'impulsion ici qui s'en vient vers la gauche, qui est l'onde en bleu, qui est la réflexion de l'onde en vert. Vous remarquez ici, au moment où la réflexion se fait, l'amplitude change de signe. OK? Ben, ce qu'on remarque ici, c'est qu'à certains instants, OK, ben, en fonction du temps, l'interférence doit être parfois constructive, comme là, parfois destructive, comme là. Donc, on a deux extrêmes. Donc, supposons les endroits où l'interférence est parfaitement constructive, quand les deux ondes se superposent parfaitement, puis d'autres endroits où l'interférence est parfaitement destructive, comme par exemple ici, okay, à peu près ici, là, quand les deux sont parfaitement en opposition. On a discuté plus tôt dans le cours de superposition d'ondes, d'interférence. Okay? On se souvient quelle va être l'allure de la courbe de l'onde résultante. Mais comme la corde, elle ne peut pas être à deux endroits en même temps, que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se trouver à un endroit qui est la somme des amplitudes des ondes individuelles qui la composent. Okay? Donc ici, pour chaque point le long de la corde, l'onde résultante va être donnée par la somme. L'amplitude résultante va être donnée par la somme des amplitudes des deux ondes individuelles. Ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on a, mettons, plus 1.5, moins 1.5, ça donne 0. 0, 0, plus 1, moins 1, 0. Donc, à chaque point dans ces conditions-là, l'amplitude résultante donne 0. Donc là, on a l'interférence parfaitement destructive entre ces deux cas-là. Ici, c'est le contraire. Comme les deux amplitudes, comme les deux courbes sont parfaitement superposées, ben, l'amplitude de l'onde résultante va simplement être le double de l'amplitude d'une onde individuelle. Donc, l'amplitude de l'onde résultante ici serait à, si on était à 1 carré demi, mais elle serait à 3 carrés par exemple, l'amplitude de l'onde résultante. Okay? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a ajouté en jaune l'amplitude de l'onde résultante. Donc, vous remarquerez qu'en jaune, à chaque instant, l'amplitude de l'onde en jaune est la somme des amplitudes de l'onde bleue puis de l'onde verte. Okay? Donc, c'est aussi vrai quand les deux sont parfaitement en interférence constructive. Donc, l'amplitude de l'onde en jaune est le double. Ou quand l'interférence est à peu près complètement destructive, là, comme ici. Okay? Donc ici, l'onde en bleu puis l'onde en vert ont toujours des amplitudes égales puis de signes opposés partout le long de la corde. Donc la corde, en chaque point, va avoir une amplitude égale à 0. Okay? Donc c'est sûr que si je prenais une photo de mon onde à cet instant précis-là, je ne verrais rien. Okay? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Okay? Donc, comment on explique la formation de non stationnaire? C'est qu'on a quelqu'un qui fait osciller la corde à une extrémité, okay? Envoie une impulsion, il fait osciller à une fréquence f. L'impulsion, l'onde progressive se déplace vers la droite, frappe un mur, revient vers la gauche. Au moment où elle rebondit pour une seconde fois, ben, elle revient. Si la fréquence est la bonne, elle va être en phase avec l'onde qu'on a envoyée au début. Donc, il va y avoir toujours ce mouvement d'amplification-là, puis on va voir apparaître une onde stationnaire. C'est exactement la situation qu'on avait ici, si on se souvient. Là. Donc, au début, on voit juste les ondes qui s'en viennent dans une direction. À partir d'un certain moment, les ondes commencent à revenir, puis vont se superposer aux ondes incidentes. Okay? À un moment donné, les ondes ont le temps de revenir
jusqu'à la source. Puis là, on continue pendant ce temps-là d'envoyer des ondes à cette fréquence-là. Puis là, on va voir apparaître une onde stationnaire. OK? Donc, comment est-ce qu'on explique que les ondes stationnaires résonantes se forment à certaines fréquences bien précises, puis pas à n'importe quelle fréquence? En fait, là, la condition est relativement simple à comprendre. OK? Sachant à quelle vitesse les ondes se propagent, on peut évaluer le temps que ça va prendre à l'onde pour partir puis revenir. Si on envoie des ondes à n'importe quelle fréquence, ben, c'est quoi la probabilité qu'on tombe sur, par miracle, une fréquence qui va faire en sorte que quand l'onde revient, on la réenvoie exactement au bon moment. OK? Mais si on veut la réenvoyer une seconde fois au bon moment, il faut qu'on ajuste très finement la fréquence pour que l'onde ait le temps de parcourir un aller-retour. Puis au moment où elle réfléchit pour la seconde fois, mais là, on en renvoie une nouvelle qui est en phase avec la première. OK? Donc, si on revient à ça, puis on demande quelles sont les conditions pour voir apparaître une onde stationnaire à certaines fréquences, puis pas n'importe laquelle, si on revient là-dessus. En fait, imaginons qu'on a la situation suivante encore, là, je reviens encore à ça. Vous avez une première onde en vert qui se déplace vers la droite, elle réfléchit, revient comme l'onde bleue qui se déplace vers la gauche. Si au moment où elle réfléchit, elle revient en phase avec la première, on va voir apparaître une onde stationnaire. Pour que ça se produise, ça prend des conditions assez spécifiques. OK? En particulier, ça prend un nœud à chaque extrémité de la corde. OK? Pourquoi? Ben, on veut avoir une réflexion dure. OK? Puis on se souvient qu'une réflexion dure, s'il y a une réflexion dure qui se produit aux 2 points d'attache, ben, automatiquement, l'onde va être changée d'amplitude à l'extrémité gauche, puis à l'extrémité droite. Donc, comme l'onde change de signe, ben, automatiquement, on se retrouve dans la condition où on va avoir une onde stationnaire résultante. Puis comment est-ce qu'on a comment on peut imposer une réflexion dure? Ben, c'est d'imposer un nœud à la présence à chaque extrémité de la corde. Donc c'est comme ça qu'on peut s'assurer d'avoir une onde stationnaire apparaître dans la corde. Parce que si on y pense un petit peu, en fait, c'est que ça impose des contraintes sur les longueurs d'onde indirectement. OK? Parce que nous, ce qu'on veut avoir, si on se souvient, dans un cycle d'oscillation, j'ai des nœuds à 3 points ici. Là, que j'ai indiqué les points en rouge. C'est des endroits où la corde, l'amplitude est égale à 0. Mais moi, si je veux avoir, par construction, je veux imposer la présence d'un nœud à chaque extrémité de ma corde, ok, ben nécessairement ici, ça va mettre des contraintes sur les fréquences. Comment on peut se le représenter? Ben imaginez, ok, qu'est-ce qu'on a vu dans le dernier cours, dans un cours précédent, on a vu que la vitesse de propagation d'une onde, c'est sa longueur d'onde fois sa fréquence. OK? Donc, supposons que j'ai une onde à 10 Hz qui se déplace, qui a une longueur d'onde de 1 mètre, mais sa vitesse va être de 10 mètres secondes. Ici, on renverse le problème un petit peu. OK? Pourquoi? Mais parce qu'on a vu, supposons que j'ai une corde de masse M puis de longueur L soumise à une tension T. OK? Là, c'était le F, là, peu importe. OK? On a vu, les ondes là-dedans vont se déplacer à une vitesse qui est donnée par racine de t sur mu ou racine de f sur mu, où mu, c'est la densité linéique de masse de la corde. Okay? Donc, prenez une corde donnée, soumettez-la à une tension t connue, vous allez contraindre la vitesse à laquelle les ondes se propagent dans cette corde-là. À partir du moment où vous contraignez la vitesse de propagation de la corde, puis vous la fixez à une certaine valeur, ben, nous, ce qu'on a vu, c'est que d'imposer un nœud à chaque extrémité de la corde, ça vient limiter les longueurs d'onde qui sont permises à l'intérieur de cette corde-là. Okay? Donc, ma longueur d'onde ne peut pas être n'importe laquelle, parce que nécessairement, je dois imposer, pour avoir une onde stationnaire, je dois imposer la présence d'un nœud à chaque extrémité de la corde. Donc, ça limite les longueurs d'onde possibles dans ma corde, ok, ou à des sinus, entre guillemets, où j'ai un nœud à chaque extrémité de ma corde. Puis là, je ne suis pas super bon pour les tracer à main levée, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça donne des contraintes sur les longueurs d'onde permises. En contraignant, en rendant discrètes les longueurs d'onde permises, mais qu'est-ce qu'on se trouve à faire? C'est qu'on rend discret les fréquences aussi à laquelle ces ondes-là peuvent se trouver. Okay? Donc, imaginez que votre corde fait 1 mètre, vous partez l'onde, puis l'onde se déplace, je ne sais pas moi, à 1 mètre par seconde. Okay? L'onde va se déplacer, prendre 1 seconde pour se rendre,
prendre une seconde pour revenir, puis là, vous allez vouloir en renvoyer une deuxième. Donc, si la vitesse est de 1 mètre par seconde, puis que votre longueur d'onde est de 1 mètre, mais il va falloir envoyer à toutes les 1 seconde euh, une impulsion pour voir apparaître une onde progressive. Une onde stationnaire, pardon, excusez. Ça a l'air simple, ces petits cours-là, là, mais c'est pas super simple à organiser. Ok? Vous devriez voir la quantité de fenêtres qui est ouverte sur mon ordinateur. C'est pour ça que je mets ça régulièrement sur pause pour faire du ménage là-dedans. Ok? Donc, excusez-moi pour la parenthèse. Pourquoi est-ce que les ondes apparaissent à des fréquences bien précises? Ben, c'est à cause des conditions pour lesquelles les ondes vont apparaître. Les ondes ne vont apparaître que si j'impose la présence d'un nœud à chaque extrémité de la corde, parce que c'est juste comme ça que je vais pouvoir m'assurer d'avoir l'onde qui est réfléchie avec un changement d'amplitude. C'est juste à ce moment-là que je vais avoir les conditions propices à l'apparition d'ondes stationnaires. Donc, imposer la présence d'un nœud à chaque extrémité de la corde, ça donne des contraintes sur les longueurs d'onde. Puis comme la vitesse est fixée par la tension pi mu, ben c'est pas ça qui va changer. Si je contrains des lambda précis, je me trouve à automatiquement contraindre les fréquences à laquelle je vais voir apparaître les ondes stationnaires à l'intérieur d'une corde. Okay? Puis on va tout de suite illustrer ça avec des vidéos. Ici, on en a une pas pire. On va voir ça en classe également la semaine prochaine. Mais c'est juste pour vous montrer ici, on a une certaine corde, puis de longueur L, qui a une certaine masse M. Donc la vitesse à laquelle, puis supposons que dans cette corde-là, on a mis une tension T, on se trouve à à fixer, pardon, la vitesse de propagation à laquelle les ondes vont se déplacer. Si on part un générateur de fréquence puis qu'on le met à n'importe quelle fréquence, mais qu'est-ce qu'on va voir? L'onde aller revenir, puis on repart à tout bout de champ des ondes à n'importe quelle fréquence, donc il n'y a pas grand chance que le mouvement de résonance apparaisse. OK? Donc c'est ça qu'on voit essentiellement, OK? C'est-à-dire rien de spécial, ben. OK? Sauf qu'à partir du moment où on tombe sur une fréquence de résonance, OK? On voit, par exemple, ici, ça c'est le mode 2, on va y revenir, mais c'est parce que l'onde a le temps d'aller, de revenir au moment où on en renvoie une autre qui revient. Donc, on voit apparaître une onde stationnaire, littéralement, avec la présence d'un nœud à chaque extrémité de la corde. Dans ce cas-là, il y a même un nœud au milieu de la corde. Donc, c'est pour ça que même si on pince la corde à cet endroit-là, ça n'affecte pas le déplacement de l'onde beaucoup. OK? Ici, ce qu'on remarque, c'est que chaque point le long de la corde a une amplitude d'oscillation qui est différente. Okay? Ça, c'est en ralenti. Donc, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on ne voit pas l'onde individuelle se déplacer, revenir, puis repartir. Parce que la corde ne peut pas occuper les deux endroits en même temps. Ce qu'on voit, c'est juste l'amplitude résultante de ce système-là. Donc, une fois qu'on a compris que pour avoir des ondes stationnaires, on a besoin d'avoir un nœud à chaque extrémité, que ça contraint les longueurs d'onde, ben, on peut faire apparaître, pardon, ça c'est le mode fondamental, on va y revenir, qui a une fréquence plus basse. Ça c'est le mode 3 par exemple, on a 3 demi-longueurs d'onde. Donc dans le mode fondamental, vous remarquez, là il n'est pas pur, là, mais ici dans le mode fondamental, on a une demi-longueur d'onde qui oscille. Okay? Donc c'est comme si on avait juste euh, cette partie-là ici, là, okay? Qu'on laissait juste osciller cette partie-là de la corde. Okay? Donc on a la plus grande longueur d'onde possible à l'intérieur de ma corde, donc la plus petite fréquence résonante possible. Okay? Donc, après, qu'est-ce qu'on se fait? C'est qu'au lieu d'avoir une demi-longueur d'onde à l'intérieur, mettons, j'ai mes deux poteaux qui sont ici, puis je mets à l'intérieur de cette corde-là une moitié de longueur d'onde. Ben là, c'est comme c'est la plus grande longueur d'onde possible qui respecte la condition d'avoir un nœud à chaque extrémité. Ben, si ça, c'est la plus grande valeur de lambda possible pour un V donné, ça va être nécessairement la plus petite fréquence qui va être associée à ça. Okay? Donc, c'est ce qu'on va appeler la fréquence fondamentale dans le mode 1, où là, on a la plus grande longueur d'onde possible qui respecte cette condition-là d'avoir un nœud à chaque extrémité. Okay? Supposons qu'ensuite, je réduis la longueur d'onde. Okay? Je ne réduis pas la longueur de la corde. Ma corde a toujours la même longueur, mais je réduis la longueur d'onde de l'onde stationnaire présente. Donc, qu'est-ce que je me trouve à faire, c'est que je rentre un nœud de plus, entre guillemets. Okay? Donc, dans mes mêmes poteaux qui sont séparés de la même distance, je vais réduire la longueur d'onde
mais je vais toujours m'assurer d'avoir un nœud à chaque extrémité. Wow, excusez, là. Dessin à main levée là-dessus, là, j'ai encore de la misère. OK, là. Donc, là, ici, ce qu'on remarque, c'est que dans ma corde de longueur L, je réussis à rentrer une demi-longueur d'onde. Ici, dans ma corde de longueur L, je réussis à rentrer une longueur d'onde au complet. OK? Donc, ma longueur d'onde est 2 fois plus petite. Ben, si V n'a pas changé parce que c'est la même corde, ben, il va falloir que F ait doublé. OK? Donc, si je double F, je réduis lambda de moitié, puis je me trouve à rentrer une demi-longueur d'onde de plus à l'intérieur de ma corde. Donc, qu'est-ce que je vais voir? C'est que je vais voir la corde osciller dans le mode 2, OK? Qui était le mode ici. OK? Où on a 2 moitiés de longueur d'onde en oscillation. Mais là, si je veux trouver le troisième mode, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement rentrer une demi-longueur d'onde de plus à l'intérieur de ma corde. Donc, dans ma corde de longueur L, au lieu maintenant d'avoir 2 moitiés de longueur d'onde, je vais rentrer 3 moitiés de longueur d'onde. OK? Donc, ceci, c'est une demi-longueur d'onde. Ça, c'est une demi-longueur d'onde. Puis ça, c'est une autre demi-longueur d'onde. Donc, dans ma corde de longueur L, pardon, je vais maintenant avoir 3 demi-longueurs d'onde. Donc, lambda est égal à 3L sur 2. 2L sur 3, excusez. Donc, j'ai encore réduit la longueur de l'onde. Donc, il faut encore, comme le produit de lambda puis de F est constant égal à V, si j'ai encore réduit lambda, ben, je dois encore augmenter la fréquence. Donc, je vais me retrouver avec le mode d'oscillation 3, comme ça, où là, on voit bien les 3 moitiés de longueur d'onde dans ma corde. Puis si on continue comme ça, tant qu'à ça, on peut augmenter la fréquence de l'oscillateur. Puis il ne faut pas oublier là, que c'est le générateur de fréquence qui est ici, okay, qui impose ici la vibration dans la corde. Okay? Ben, on peut continuer d'augmenter à main la fréquence d'oscillation. Chaque fois qu'on va tomber sur une fréquence de résonance, on va voir apparaître une onde stationnaire comme ça. Entre les modes de résonance, on ne verra pas cet effet-là se produire. Okay? Donc, ce qu'on a ici maintenant, c'est bon, puis on peut continuer comme ça, là, trouver le mode. Tu sais, par exemple, ici, c'est le mode quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-longueurs d'onde. Donc, je suis dans le mode d'oscillation n égale à 6. Donc, je verrai que la fréquence de ce mode-là, en fait, est 6 fois la fréquence du mode fondamental. Mais ça, on va voir ça dans le lab qu'on va faire dans les prochaines semaines. OK? Ça, c'est l'apparition d'ondes stationnaires résonantes dans une corde qui est une structure en une dimension. Okay? Donc, comme ma corde, c'est une structure en une dimension, ben, on remarque que les nœuds, eux, c'est des points. Okay? C'est des endroits sur cette corde-là. C'est donc des points. Des points, c'est des structures mathématiques en 0 dimension. Donc, quand ma corde est en une dimension, les nœuds sont des structures en 0 dimension, une dimension de moins. On peut trouver la même affaire dans ce qu'on appelle des plaques de Chladni. Okay? On vous dit tout de suite de baisser le son. Ici, moi-même, j'ai pas le goût de faire sauter mes écouteurs. Donc, je vais mettre le son vraiment, vraiment pas fort. C'est un petit peu le même principe ici. Là. Je ne mettrai vraiment pas beaucoup de son. Vous pouvez fouiller sur YouTube là, le nom du vidéo. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a pris une plaque carrée ici, qu'on a installée sur le même type de vibreur, là, donc le POC noir là, avec la pin qui est ossée, ben, c'est la même chose ici. Vous voyez ici le clou en plein centre. Là. Donc on a mis une plaque de métal sur un vibreur comme ça, puis on ajuste la fréquence d'oscillation du vibreur. Là. Les autres, ils disaient qu'il était à 368 Hz ou quelque chose comme ça. Là. Mais premièrement, avant, baisser le son excessivement, ok, là, parce que ça, les fréquences sinusoïdales pures comme ça, là, ça détruit tout. Ok, j'ai pas le goût d'être responsable que vous ayez sauté vos speakers ou vos écouteurs chez vous. Ok. Comme la plaque, c'est quoi la plus grande différence entre la plaque et la corde? Mais c'est que la plaque est une structure en 2 dimensions. Ok. Donc, les nœuds vont être des structures en une dimension de moins, en une dimension, donc des lignes. Okay? Donc, dans une plaque en 2D, on va avoir des lignes de nœuds en une dimension.
Qu'est-ce qu'on a mis sur la plaque? C'est qu'on a mis du sel, OK, ou du sable, peu importe, OK? Puis, de la même façon que la corde qui oscillait de haut en bas, sauf en certains points qui oscillaient pas, ben là, on a une plaque au complet qui oscille, sauf en certains endroits qui vont tracer des lignes. Donc, la plaque va osciller, va faire rebondir le sel. Le sel ou le sable vont aller s'accumuler le long des lignes d'un nœud, qui sont des lignes où il n'y a pas de mouvement net de la plaque. OK? Donc, c'est ça qu'on observe ici comme phénomène. À chaque fois qu'on tombe, puis là, ce qu'ils font, c'est juste qu'ils augmentent la fréquence du résonateur, de l'oscillateur. Puis, ce qu'on voit, c'est que quand on est sur une fréquence de résonance parfaite, le sable va s'accumuler le long des lignes d'un nœud. Puis là, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent le son, ils montent la fréquence d'oscillation. OK? Donc, on a des sons de plus en plus aigus parce que la fréquence est une mesure qu'on on est habitué de parler en termes de fréquence pour le son. Là, OK? Donc là, on est dans les domaines aussi. En fait, pourquoi on entend quelque chose, c'est que ça devient un haut-parleur. Si vous avez une plaque qui vibre à une certaine fréquence, là, ben, ça produit du son à cette fréquence-là. C'est le principe de fonctionnement d'un haut-parleur, d'ailleurs. OK? Sauf que ici, on est sur des ondes sinusoïdales pures qui ont une fréquence précise, tandis que quand vous écoutez de la musique, c'est une superposition de plein d'ondes, de plein de longueurs d'onde, de plein de fréquences en même temps. Mais ça, on va y revenir plus tard. OK? L'important de remarquer, c'est au fur et à mesure où on augmente la fréquence d'oscillation de la plaque, on va tomber parfois sur rien. Là. La plupart du temps, c'est pas des fréquences de résonance, donc le sable rebondit tout simplement partout. Mais de temps en temps, on va tomber sur des fréquences pures de résonance de la plaque. À ce moment-là, on va voir des lignes de nœuds apparaître, puis on va voir des endroits où le sable va venir s'accumuler. Là, je vais carrément enlever le son parce que moi-même, ça me tape, c'est nerf. Chaque fois qu'on tombe sur une fréquence de résonance, mais le sable va s'accumuler le long des lignes de nœuds. Ce qu'on remarque, dans le cas de la corde, plus la fréquence de résonance était élevée, plus il y avait de nœuds individuellement dans les modes de fréquence plus grandes. Mais là, ici, on retrouve la même chose. Plus la fréquence de résonance est grande, plus on a de lignes de nœuds qui apparaissent. Donc, plus la structure de ligne de résonance dans ce cas-là devient à la limite complexe. OK? Et en plus, ça dépend de la géométrie de la plaque. Là, OK? Donc là, ça, mathématiquement, on ne touchera pas à ça avec une pôle de 10 pieds dans le cours ici. Là. C'est juste pour vous mentionner que c'est un peu le même principe qu'une corde, c'est juste pas mal plus compliqué au niveau mathématique. OK? Puis au niveau du son, là, on fait juste augmenter la fréquence. Puis chaque fois qu'on tombe sur une fréquence de résonance de plus en plus aiguë, on va observer une figure différente. OK? Là, vraiment, j'ajuste le son. On voit rien. Là, oups, on va apparaître une structure de résonance. Donc, comme ça, on peut aller loin, OK, en termes de mode, OK. Quand on est rendu dans les modes vraiment élevés, OK. Là, la fréquence est vraiment insupportable à l'oreille, OK. Là. Donc, j'essaie même pas de... OK. Donc, les figures que ça donne, c'est des figures super intéressantes. Mais ça dépend de la géométrie de l'objet. Donc, on voit apparaître des ondes stationnaires dans des plaques en résonance ici. OK? On observe ça dans des plaques circulaires, évidemment. OK? Dans une plaque de Clany qu'on appelle, qui est circulaire, qui oscille avec une certaine fréquence. Mais là, on voit juste le sable qui rebondit. On ajuste la fréquence d'oscillation, puis quand on va tomber sur une fréquence de résonance de la plaque, le sable qui oscille va naturellement se trouver à s'accumuler le long des lignes de nœuds. Donc, mais ça se présente juste si la fréquence est la bonne. Donc là, il y en approche parce que là, le sable ici bouge plus tant que ça, le sel, peu importe. Là, il va venir se placer sur un bel anneau. euh, Puis ça se fait assez vite. Là. Les fréquences, c'est des fréquences qui sont très très précises. Donc, tant que vous n'êtes pas parfaitement dessus, il y a du mouvement. À partir du moment où vous êtes parfaitement sur la plaque, ça va fonctionner. Pourquoi la géométrie est différente ici, là, brièvement, c'est qu'imaginez que l'onde à part, entre guillemets, de là, parce que c'est ici que l'oscillateur est relié mécaniquement, physiquement, là, qui est relié à la plaque. Donc, l'onde, elle part d'ici, puis elle se déplace dans toutes les directions à la même vitesse V. OK? C'est sûr que si votre symétrie est circulaire comme ça, l'onde va prendre le même temps pour se rendre au bord, va rebondir au bord puis revenir. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une résonance. L'onde va aller puis revenir, aller puis revenir. Comme la vitesse de l'onde est constante dans la plaque, puis que chaque point est à la même distance du centre, la figure de résonance va être symétrique par rapport au centre.
vous allez avoir des cercles apparaître tout simplement. OK? Là, on a deux lignes. Puis on voit là, c'est précis, là, OK? C'est même pas sur 1,2 cm, là. C'est vraiment précis là où les lignes de nœuds sont présentes. Dans le cas de la plaque carrée, bien évidemment, comme quand votre plaque est carrée, les coins ne sont pas à la même distance que les bords, bien là, ça modifie un petit peu la forme des lignes de nœuds. Fait que ça donne des structures plus complexes. Ici, on voit une troisième ligne apparaître, donc on fait juste augmenter la fréquence. On voit de plus en plus de lignes apparaître ici. OK? Même affaire, là, vous voyez là, le son ici, c'était des fréquences insupportables. Là, OK? Donc, je ne mettrai pas le son, j'ai pas le goût de sauter mes speakers, OK? Mes écouteurs. Mais on augmente la fréquence d'oscillation de la plaque. De temps en temps, on tombe sur des fréquences de résonance. OK? Puis on voit apparaître les fréquences, des ondes stationnaires, parce qu'on voit en fait ici les nœuds. OK? C'est aussi, si vous vous souvenez, quand on avait parlé du pont de Tacoma, OK? Je vous avais rapidement dit, imaginez comme ça ici, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit une onde stationnaire, OK? On voit une corde de longueur grand L. OK? Là, ici, la structure est assez en 2D, mais si vous prenez juste le côté, là, ici, là, vous avez un nœud à chaque extrémité, un nœud en plein centre ici, vous avez une longueur d'onde complète installée entre les deux poteaux du pont. Puis c'est la même chose dans la direction transversale. Vous avez ici un nœud en plein milieu, ici de la structure. OK? Donc, vous vous souvenez aussi, on disait qu'il y avait un ingénieur qui marchait sur la ligne de nœud en plein centre. Mais comme le pont est une structure en deux dimensions, la ligne centrale est une ligne en une dimension, une structure où il peut y avoir un nœud. Donc, c'est la même affaire qu'on avait ici. Là. OK? Donc, on a une onde, puis on voit bien ici l'onde stationnaire qui est installée, qui est le mode n égale à 2, OK? Qui est une longueur d'onde complète entre les deux poteaux, entre les deux tours du pont. OK? Donc, c'est un petit peu ça. Les ondes stationnaires, on va élaborer un petit peu plus, là, mais c'est vraiment un portrait assez rapide. Qu'est-ce qui est important de retenir, encore une fois? Les ondes stationnaires ne peuvent pas apparaître à n'importe quelle fréquence parce qu'elles ne peuvent pas se trouver à n'importe quelle longueur d'onde. En fait, nous, la contrainte qu'on donne, qui est importante de retenir, c'est pour avoir l'apparition d'une onde stationnaire, on doit avoir un nœud à chaque extrémité de la corde. Comme les nœuds dans une onde se trouvent à toutes les demi-longueurs d'onde, ben c'est que dans ma corde de longueur L, je dois absolument entrer un nombre entier de demi-longueur d'onde de ma corde. Comme ça impose des contraintes sur les longueurs d'onde permises, puis que la vitesse de propagation est une propriété de la corde, mais nécessairement, ça va imposer des contraintes sur la fréquence d'oscillation des cordes. Okay? Donc ça, c'est un petit peu pourquoi on a des ondes qui se présentent à certaines fréquences, mais pas à d'autres. Okay, bon, prochaine question. Okay? On vous dit utiliser l'identité trigonométrique ci-dessous afin de trouver une équation décrivant la somme de deux ondes progressives sinusoïdales identiques, mais qui se déplacent en sens contraire, l'une vers la gauche, l'une vers la droite. Donc, imaginons maintenant ceci. OK? Donc, ce que j'ai ici, en fait, j'ai juste écrit l'équation pour une onde sinusoïdale progressive. Donc, les deux ondes que j'ai écrites ici ont la même fréquence f, parce qu'on se souvient que la fréquence, que le oméga, c'est 2πf. Donc, si mes ondes ont la même fréquence f, ils ont nécessairement le même oméga. Puis mes deux ondes ont aussi la même longueur d'onde, parce que k, c'est égal à 2π divisé par lambda. Donc, s'ils ont la même longueur d'onde, lambda, ils ont le même k aussi. Deux ondes en plus qui ont la même amplitude A. Okay? Pour des raisons de simplicité, j'ai laissé faire les constantes de phase. De toute façon, je ne veux pas qu'il y ait des phases différentes non plus. Là. Donc, là, ils ont la même constante de phase ici, que j'ai mis égal à 0 pour simplifier les choses. Mais nous, ce qu'on dit, c'est utiliser l'identité trigonométrique ci-dessous afin de trouver une équation décrivant la somme de ces deux ondes-là, qui sont identiques a priori, mais qui se déplacent dans les directions opposées. Donc, on se souvient, qu'est-ce qui indique la direction de propagation de l'onde? C'est le signe ici entre les deux. Okay? Donc, cette onde-là se déplace vers les positifs, vers les x positifs, puis celle-là se déplace vers les x négatifs. Okay? Excusez-moi l'écriture ici. Là. Okay? Ben, l'onde va prendre la position
qui est égal à on dit pour chaque position le long de la corde, additionner les amplitudes des ondes individuelles pour trouver la somme pour trouver l'amplitude de l'onde résultante. Donc, je vais simplement additionner mes deux équations. OK? Donc, on dit, je vais prendre le sinus pardon, c'est A sinus de kx moins oméga t plus A fois sinus de kx moins oméga t. Ça, c'est équivalent d'additionner sinus de A et sinus de B. Dans les notes de cours, on vous donne une identité trigonométrique ici. OK? Évidemment que je ne demande pas de retenir par cœur. Moi-même, je ne retiens pas mes identités trigonométriques par cœur. Je me sentirais assez hypocrite de vous demander de retenir ce que je ne retiens pas par cœur. OK? Donc, sin de A et sin de B, ça donne en fait 2 fois. Donc, 2 fois A fois sinus de A plus B sur 2. Donc, kx moins oméga t plus kx moins oméga t. Plus, ici un plus, pardon, ce ne sont pas pareils. Sur 2. Multiplié par le cosinus de A moins B. Donc, de kx moins oméga t moins B moins kx moins oméga t divisé par 2. Okay? Donc, qu'est-ce que je remarque ici? Ben, dans ce terme-là, j'ai un plus oméga t moins oméga t. Puis ici, j'ai un plus kx moins kx ici. OK? Donc, je me retrouve à avoir une fonction somme qui est 2a fois sinus de 2kx sur 2 fois cosinus de moins 2 oméga t sur 2, mais le cosinus de moins θ étant égal au cosinus de moins θ, pardon, cosinus de θ est égal à cosinus de moins θ, je peux écrire que ça c'est égal à cosinus de oméga t. Donc là, je me retrouve avec une fonction pour une onde stationnaire. OK? Sinusoïdale, ben une onde stationnaire ici. OK? Je me suis trouvé, si je remarque, à avoir séparé mon terme en x puis mon terme en oméga. OK? Donc, c'est comme si, OK, j'avais un, une amplitude variable. Donc ici, c'est comme si j'avais une amplitude, OK, qui dépend de la position le long de la corde, qui oscille dans le temps. Okay? Donc, c'est comme si je revenais à mon oscillateur harmonique simple. Okay? On se souvient, l'oscillateur harmonique simple, okay? C'est une fonction, par exemple, x ou y qui est égale à a fois sin de oméga t plus phi. Okay? Laisse tomber le phi, là, j'ai une amplitude qui oscille en fonction du temps. Mais ici, j'ai une amplitude qui dépend de la position, puis qui oscille dans le temps. Okay? Avec une certaine fréquence d'oscillation. Donc, c'est pour ça que quand on se souvient, dans mon vidéo où j'ai une onde sinusoïdale progressive, une onde stationnaire, pardon. Donc, si je reviens à mon onde stationnaire ici, OK. Qu'est-ce qu'on remarque? On dit cette onde stationnaire-là est composée d'un paquet d'oscillateurs harmoniques simples. À chaque oscillateur le long de ma corde correspond à une position X. Ben, l'amplitude de chaque oscillateur individuel dépend de sa position le long de la corde. Puis ensuite, il oscille tous à la même fréquence oméga. Okay. Donc, c'est un peu comme ça ici qu'on peut décrire, si on veut, l'équation pour une onde stationnaire. Okay. Donc, un paquet d'oscillateurs harmoniques simples qui ont chacun une amplitude qui dépend de leur position le long de la corde. Puis ensuite, nous, ce qu'on vous dit, c'est que tous ces oscillateurs-là oscillent à la même fréquence oméga ou à la même fréquence f, si vous préférez. Okay? C'est comme ça qu'on va voir apparaître une onde stationnaire. Évidemment, l'amplitude des oscillateurs individuels n'est pas donnée de n'importe quelle façon. Ça dépend de leur position le long de la longueur d'onde. Okay?
En particulier, si on s'attarde au nœud, par exemple, OK? Ben nous, on sait qu'à chaque fois qu'on va trouver un nœud, ben ces points-là bougeront jamais indépendamment de t. Donc, chaque fois que sinus de kx est égal à 0, ben, on va avoir une amplitude égale à 0 indépendamment du temps. OK? Donc, quelle est la position des nœuds si on regarde ça? OK? Puis vous allez voir, c'est quasiment magique, là. On va avoir un nœud à chaque fois que sinus de kx est égal à 0. Donc, on a un nœud quand sinus de kx est égal à 0. Tu sais, ça a de l'allure si on y pense un petit peu, là, OK? Parce que si sin de kx est égal à 0, indépendamment de t, y va donner 0, OK? Mais si on veut que sinus de kx soit égal à 0, c'est quoi la condition ici, OK? Ben, il faut que... Quels sont les angles dont le sinus est nul? Ben, c'est 0, c'est pi, c'est 2pi. Donc, à chaque fois que le sinus de kx est un multiple entier de pi, ouais, sin de 0, 0, 0, excusez. OK. Donc, il faut que kx soit un multiple entier de pi. OK, on va prendre n. OK. Mais k, c'est quoi? Mais k, c'est égal à 2pi divisé par lambda. Donc, on va avoir 2pi sur lambda fois x est égal à n fois pi. Donc, le nème nœud, on va le trouver à une position telle que j'ai n fois lambda sur 2. OK? Donc, un nœud à chaque lambda sur 2, à chaque moitié de longueur d'onde, ce qui était ce qu'on disait tantôt. OK? Donc, on trouve dans cette expression-là une raison, guillemets, pourquoi on a un nœud à chaque demi-longueur d'onde. Ben, à chaque fois que sin de kx va être égal à 0, l'amplitude va être égale à 0 indépendamment du temps. Qu'est-ce qui définit un nœud? C'est que son amplitude est égale à 0 indépendamment du temps, en tout temps. Donc, chaque fois, à chaque demi-longueur d'onde, on trouve un nœud le long de la corde. OK? Bon, si on regarde maintenant on revient à la question précédente. On vous donne comme exemple une corde de 30 grammes et de longueur 6 mètres est maintenue sous tension par une masse de 2 kg. L'extrémité gauche de la corde est fixée à un oscillateur. On vous demande quelle est la fréquence de l'oscillateur pour que la corde vibre à la fréquence du premier harmonique. Donc le dessin ci compte. Donc nous, ce qu'on a dit, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ce qu'on doit faire, c'est de se dire quelle est la plus grande longueur d'onde de corde que je peux mettre qui respecte la condition d'avoir un nœud à chaque extrémité. OK? Dans notre exemple, ben, il faut que dans ma corde de longueur L, j'ai une demi-longueur d'onde. OK? Donc, on a la situation suivante. Là, je vais juste recopier ça. Là. Donc, on cherche la fréquence de l'oscillateur pour que la corde fibre dans le premier harmonique. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a dit, c'est que dans notre corde, ici, qui est libre d'osciller, on doit mettre la plus grande longueur d'onde possible qui me permet de respecter cette condition-là. Nous, on a dit, dans l'exemple précis qu'on a ici, que la partie de la corde qui est libre d'osciller fait 5 mètres. Donc, si vous vous souvenez, tantôt, on disait que la corde faisait 6 mètres au complet, mais dans le fond, c'est qu'on a 5 mètres ici, puis 1 mètre ici. Voyons, excusez-moi. Qui est suspendue ici. Donc, la partie de la corde qui est libre d'osciller, c'est celle-ci, puis elle a fait 5 mètres. OK? Donc, quelle est la longueur d'onde ici? Ben, je dois avoir un nœud à chaque extrémité, puis c'est la plus grande longueur d'onde possible qui me permet d'avoir un nœud à chaque extrémité. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que dans cette corde de longueur L-là, je ne réussis qu'à rentrer une demi-longueur d'onde. OK? Donc, c'est comme si, dans le fond, j'avais ma deuxième moitié de longueur d'onde qui s'en allait jusqu'ici. Donc, dans ma corde de 5 mètres, j'ai rentré une demi-longueur d'onde. Donc, ma longueur d'onde est de 10 mètres. OK? Quelle est la fréquence à laquelle on doit ajuster l'oscillateur? Mais si on se souvient, à l'exemple numéro 7, en fait, on avait calculé la vitesse de propagation dans cette corde-là. Notre corde de 30 grammes maintenue sous une tension de 2 kg, sa vitesse de propagation des ondes dans cette corde-là, c'était 62,6 mètres par seconde. OK?
Ça, c'est voir numéro 7. C'est le tout début du cours. OK, là. Non, c'est le. Oui, c'est ça. Si on vient de voir ça là, au début du cours. Sachant que V est égal à lambda F, ben, je dois donc avoir que 62,6 est égal à 10 fois F. Donc, il faut que ma fréquence soit égale à 6,26 Hz. OK. À ce moment-là, si j'ajuste précisément à 6,26 Hz, l'oscillateur va envoyer 6 impulsions par seconde. Chaque impulsion va parcourir 10 mètres avant de revenir, mais je vais renvoyer toujours une impulsion à la bonne fréquence, puis je vais avoir l'apparition d'une onde stationnaire. OK? Quelle doit être la fréquence de l'oscillateur pour que la corde vibre à la fréquence du deuxième harmonique? Qu'est-ce qui change? Encore là, on impose un nœud à chaque extrémité. Donc, au lieu d'avoir une demi-longueur d'onde dans ma corde, j'ai deux moitiés de longueur d'onde. Donc, dans ma corde de longueur L, j'ai une longueur d'onde au complet. OK? Donc, ça veut dire que ma longueur d'onde est égale à 5 mètres, tout simplement. OK? Puis comme V est égal à lambda F, pardon, ben, j'ai en fait, comme j'ai diminué lambda de moitié, j'augmente F du double, donc je passe à peu près à 12,5 Hz. OK? Qui va être la fréquence d'oscillation, qui est très clairement la fréquence du mode 2 est deux fois la fréquence fondamentale. OK? Qu'est-ce qui se passe si je regarde le mode 3 maintenant? OK? Donc, dans le mode 3, excusez-moi, là, je manque de voix un peu. Ben, quelle est la fréquence au troisième harmonique? Ben, dans ma corde de longueur L, je vais rentrer trois moitiés de longueur d'onde. OK? Donc, lambda va être égal à 2 fois L divisé par 3. Donc, lambda va être égal à 3,33 mètres. OK? 2 fois 5 divisé par 3. Puis comme V est toujours égal à lambda fois F, puis que V n'a pas changé, ben quel va être F? F va être égal, si on l'évalue, là, excusez, là, mais je ne suis pas super bon encore, je ne connais pas par cœur. On trouve que F est égal à 18,8 Hz. Puis si on remarque comme il faut, cette fréquence-là du mode 3 est égale à 3 fois la fréquence du mode fondamental qui était de 6,26. OK? Donc on remarque une certaine régularité. OK? Qu'est-ce qu'on remarque comme régularité? On remarque que, excusez, on remarque que si dans mon premier mode, la longueur, dans ma corde de longueur L, je réussissais à mettre une demi-longueur d'onde, ben, je trouvais la fréquence qui était la fréquence fondamentale ou la fréquence du mode 1. OK? Dans le deuxième harmonique, j'ai diminué la longueur d'onde de moitié, donc j'ai doublé la fréquence. Dans le troisième harmonique, j'ai triplé, j'ai un tiers de la longueur d'onde d'origine. Donc, je me trouve à avoir trois fois la fréquence du mode fondamental. OK? Puis que pour chacun de ces modes-là, en fait, qu'est-ce que j'observe? J'observe toujours la superposition de deux ondes, une qui se déplace vers la gauche, sa réflexion qui se déplace vers la droite, puis moi j'observe en jaune la superposition de ces deux ondes individuelles-là. OK? Donc j'ai une longueur d'onde entière en vert, une longueur d'onde entière en bleu, puis moi j'observe la superposition en jaune. Ici j'ai une, deux, trois demi-longueurs d'onde, une qui se déplace vers la gauche, la verte qui se déplace vers la droite, la bleue, sa réflexion vers la gauche. Moi, j'observe la superposition de ces deux ondes-là en jaune. OK? Donc, c'est juste comme ça qu'on va construire ma structure de résonance. OK? Donc, si par exemple, on remarque, ben, on a toujours le même espacement entre les fréquences. OK? Donc, on dit mon mode 1, sa fréquence c'est F0 ou F1. C'est la fréquence fondamentale. OK? Le mode 2, sa fréquence est double. Donc la fréquence du mode 2, c'est deux fois la fréquence du mode fondamental. Puis le mode 3, sa fréquence est trois fois la fréquence fondamentale. Qu'est-ce que je remarque ici, là, c'est que le delta F entre les deux est égal à quoi? 2F0 moins F0, F0. Le
changement de fréquence entre les deux modes successifs est de combien? De 2 à 3 F0, donc F0. 3 F0 moins 2 F0 est égal à F0. Donc, entre les modes, j'ai toujours la même F0 qui se cache là. Donc, à la question 11, par exemple, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous dit une corde tendue entre deux supports fixes, situés à 75 cm l'un de l'autre, a des fréquences harmoniques successives de 315 puis 420 Hz. Quelle est la fréquence fondamentale de la corde? Bien, ce qu'on remarque, c'est que l'espace en fréquence entre les deux modes correspond à la fréquence fondamentale. Donc, si j'ai un mode qui est 315 puis l'autre qui est 420, ben, la fréquence fondamentale va être la différence entre les deux, 420 moins 315, 105 Hz. OK? Qu'est-ce que je remarque? Ben, d'ailleurs, ça c'est 3 fois 105 Hz, puis ça c'est, oups, pas virgule, mais fois. Puis ça c'est 4 fois 105. Donc j'ai les modes 3 et 4. OK? Dans cet exemple-là. Quelle est la fréquence fondamentale? 105 Hz. OK? À quelle vitesse voyagent les ondes progressives qui forment ces ondes stationnaires? Ben là, il faut juste faire un petit peu attention. On se souvient par exemple que on va prendre par exemple le mode fondamental. OK? On dit mes deux supports sont situés à 75 cm l'un de l'autre. Je sais que dans le mode fondamental, dans ma corde de longueur L, j'ai une demi-longueur d'onde. Donc la longueur d'onde dans le mode fondamental, c'est 2 fois la longueur de la corde, donc 2 fois 75 cm. Donc ma longueur d'onde est de 1,5 m. Je sais aussi que V est égal à lambda fois F. Puis si je prends les valeurs appropriées au mode fondamental, je viens de déterminer que la longueur d'onde est de 1,50 m, puis que la fréquence d'oscillation du mode fondamental est de 105 Hz. Donc je trouve une vitesse de propagation de 162,5 mètres par seconde dans le mode fondamental ici. Ok, excusez, pas 162,5. My bad, my bad, my bad. J'essaie d'aller trop vite. 157, pardon, 157,5 mètres par seconde. OK. Premier exemple. Donc, ça, c'est l'exemple numéro 11. OK. Puis à l'exemple numéro 12, on vous dit deux ondes se propagent dans des directions opposées sur une corde longue de 7 mètres 33, puis on vous donne les deux équations. On vous demande de déterminer la position transversale maximale que peut prendre la particule située à x égale 2,3 mètres. OK. Ben, nous, ce qu'on sait, OK, à cette question-là, c'est que si on remarque, les deux ondes ont le même K, puis ont le même oméga. OK? Donc, oui, on va voir apparaître une onde progressive. Quelle va être l'équation de l'onde progressive correspondante? Ben, Y, qui est la somme de Y1 puis Y2, va être égale à 2 fois A fois sinus de Kx, donc de 3x, fois cosinus de oméga t de 40 fois t. OK? Donc, nous, on a dit quoi? On a dit ça, c'est l'écart à l'équilibre qui dépend de la position le long de la corde, qui est lui-même un oscillateur qui change à la fréquence oméga. OK? Donc, moi, qu'est-ce que je cherche en A? La position transversale maximale, mais c'est quoi l'amplitude A' pour un point situé à x égale à 2,3 mètres? OK? Ben, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 2 fois 0,5 fois sinus de 3 fois 2,3. Puis ça vaut, excusez, ça vaut, pardon, 0,289 mètres. OK? Donc, à cet endroit-là, le long de l'onde, le point va osciller de 28,9 cm au maximum. OK? Pourquoi? Ben,
cette amplitude-là est toujours quelque chose qui est multiplié par la cos de 40t. Donc ça, c'est juste quelque chose qui oscille entre 0 et 1. Okay? Donc ça, c'est l'amplitude de chaque oscillateur individuel. Puis ça, c'est vraiment juste la fonction qui dit à quelle fréquence le point va osciller comme ça. Okay? On vous demande en B quelle est la vitesse transversale de cette particule-là quand t est égal à 4 secondes. Okay? Donc on se souvient que la vitesse transversale, c'est quoi? Mais la vitesse transversale, c'est comment varie la position Y de mon oscillateur en fonction du temps quand on est à une position donnée le long de la corde. Donc, c'est la dérivée partielle de Y par rapport à T quand X est réputé être constant. Donc, si mon équation générale, ici je vais le faire de façon générale, là, OK? Si mon équation Y, c'est 2A sin kx fois cos de oméga t, puis que je veux dériver ça par rapport à t, ça va me donner quoi? 2a sin kx, il n'y a rien ici qui dépend de t. Okay? La dérivée de cos, c'est quoi? C'est moins sin. Mais oméga t est lui-même une fonction de t, donc il faut que je multiplie par oméga. Okay? Donc je vais trouver quoi? Moins 2a oméga sin kx cos oméga t. OK? Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait auparavant. OK? Donc, appliqué ici à mon exemple, la vitesse transversale de mon oscillateur serait donnée par moins 2a fois oméga. Oh, l'équation est ici en haut. Là. OK? Donc, ça serait moins 2 fois 0,5 fois oméga qui est égal à 40 fois sinus de kx fois cosinus fois sinus. Excusez, ici c'est un sinus. Excusez-moi là. Bon, excusez-moi là. Vous comprenez que je reprends pas tout là pour des petites erreurs comme ça. De toute façon, c'est des erreurs que je ferai au tableau. Ben honnêtement, là, je suis vraiment pas gêné de le dire là. Ok. Euh, sinus de oméga fois t. Ok. Donc nous on cherche la vitesse transversale du point quand x est égal à 2,3 mètres, quand t est égal à 4 secondes. OK? Donc ça va être, ça donne moins 40 fois sinus de 3 fois 2,3 fois cosinus fois sinus, Mathieu, merci, de 40 fois 4. OK? Donc ça donne une vitesse transversale égale à, laissez-moi y aller, moins 20 ici, j'ai oublié de diviser par. Oh, j'ai un facteur. Excusez, là. Attendez une seconde, faut que je me démêle. J'ai fait une petite erreur. Il manque un facteur 2. Ok, excusez. L'amplitude, c'est celui-ci, le A est égal à 0,25. Donc, le A ici est égal à 0,25. Donc, c'est pas 2 fois 0,5. Ça, j'avais déjà multiplié par 2. Donc, c'est 2 fois 0,25. Ok. Donc, ça, c'est divisé par 2. Donc, ça, c'est divisé par 2. Donc, ça veut dire moins 2,54 mètres par seconde. OK? Donc, à 4 secondes, l'oscillateur situé à 2,3 mètres du début de la corde est en train de se déplacer vers le bas à 2,54 mètres par seconde. OK? C'est pas posé c'est pas posé comme question, mais en même temps, je vous fais remarquer tout de suite, si on a l'équation pour la vitesse qui est 2A moins 2A sin kx cos oméga. Sin oméga t. Là, vous voyez, c'est épuisant. Ça a l'air un peu niaiseux de même, là, mais je commence à mêler. Là, ok? Je m'excuse. Ok?
Donc, si l'équation pour la vitesse est moins 2a oméga sin kx sin oméga t, l'accélération transversale serait quoi? La dérivée de la vitesse par rapport à t. Okay? Donc, j'aurais moins 2a oméga sin kx. La dérivée de sin, c'est quoi? C'est cos oméga t. Puis, je multiplie par un autre oméga. Donc, je vais juste le réécrire un petit peu différemment. Moins oméga carré fois 2a sin kx fois cos oméga t. Okay. Qu'est-ce qu'on remarque? Ça, c'est l'équation de y. Okay. Donc, j'ai toujours l'accélération qui est égale à moins oméga carré fois y. Okay. Donc, j'ai toujours l'accélération qui est proportionnelle et signe contraire à la position. Donc, j'ai toujours la même équation d'onde, que ce soit un oscillateur harmonique simple, que ce soit une onde progressive, que ce soit une onde stationnaire. Dans les trois cas, j'ai toujours la même équation d'onde sous-jacente à ces exercices-là. Okay. En C, on vous demande de trouver la position des nœuds et des ventres de l'onde stationnaire produite. Donc, les nœuds, ça va. Les nœuds, c'est les points où l'amplitude d'oscillation est nulle. C'est quoi un ventre? Un ventre, c'est un endroit où l'amplitude d'oscillation est maximale. Okay? Donc, ici, je vais juste vous donner une idée là, comment on pourrait l'évaluer. Okay? Ben, on sait qu'il va y avoir un nœud à chaque fois que le sinus de kx est égal à 0. Ça, c'était notre définition. Okay? Donc là, ce que je peux faire, puis là, évidemment, c'est le fun que vous puissiez mettre ça sur pause si ça vous tente, là, parce que je vais poser, par exemple, kx est égal à 0. Ça va me donner 0 mètres. Il faut que kx soit égal à pi, donc à ce moment-là, x est égal à 1,5 m, que kx soit égal à 2 pi, donc à chaque fois que kx est un multiple entier de pi, je vais trouver un nœud. Ce qu'on remarque, c'est que je trouve un nœud à peu près à toutes les 1,05 m. Okay? Donc, je me rends jusqu'où comme ça? Ben, en fait, dans la question, on disait la corde mesure 7,33 m si vous remarquez. Là, okay? Donc, ça donne, entre guillemets, c'est pas une coïncidence, là, OK, qu'il y a un nœud à 7,33 m. OK? Donc, le dernier nœud est à 7,33 m du bout de la corde. OK? Donc, c'est sûr que j'en ai plus après ça, parce que j'ai plus de corde après ça. Mais il y a un nœud à chaque extrémité de la corde. Il y a un nœud à 0 m, puis un nœud à 7,33 m. OK? On aurait pu aussi juste se dire, par définition, on a un nœud à toutes les demi-longueurs d'onde. OK? Donc, si K est égal à 3, ça veut dire que lambda est égal à... Ok, attendez, je vais venir ici le faire à la place. Ça va être plus simple. J'aime mieux ça. Donc, on dit que K est égal à 3. Mais K est égal aussi à 2pi sur lambda. Donc, lambda va être égal à 2pi sur 3. Donc, à 2 mètres 0,9. Donc, à 2 mètres 0,9. À peu près. Donc, lambda sur 2 est égal à 1,047 en fait, si on veut être un petit peu maniaque. OK? Donc, j'ai un nœud à tous les 1,047 m. OK? Donc, j'ai un nœud quand... Pardon. J'ai un nœud quand x est égal à 0 fois 1,047, 1 fois 1,047, 2 fois blablabla. Je retrouve exactement le même tableau. OK? Je me rends jusqu'à 7, jusqu'à un huitième nœud en fait. OK? On vous demande la position des ventres. Mais c'est quoi les ventres? Ben, si on se souvient, dans une onde, les nœuds sont les points où l'oscillation où l'amplitude est toujours égale à 0. Donc, mettons que j'ai une onde ici dans une corde, puis que j'ai, je sais pas, dans le mode égal à 2. OK? Ben, les nœuds sont les endroits où l'amplitude d'oscillation est toujours égale à 0, indépendamment du t. Les ventres, ça va être les endroits où l'amplitude d'oscillation est maximale. OK? Donc, les nœuds, c'est l'amplitude d'oscillation sin de kx est égale à 0. OK? Tandis que les ventres, c'est là où
L'amplitude d'oscillation, sin de kx, est maximale. Quelle est la valeur maximale que peut prendre sin de kx? C'est sin de kx est égal à 1. OK? Ben, plus ou moins 1, là. OK? Donc, chaque fois que sin de kx va être égal à plus ou moins 1, c'est là que je vais avoir un ventre. Là où l'amplitude d'oscillation va être maximale. Donc, pour avoir ça, il faut que kx soit égal à quoi? Pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, 7 pi sur 2, et ainsi de suite. OK? C'est une façon de le faire. Donc, si on veut trouver la position des ventres, posons kx est égal à pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, puis ainsi de suite. Trouvons x. OK, là? Moi, j'aime mieux, personnellement, y aller autrement. Je me dis, je viens de déterminer la position des nœuds. Je sais que les ventres, OK, si je remarque ici, là, le ventre qui est ici, il est à mi-chemin entre les nœuds qui sont là et là. OK? Donc, si dans ma corde, j'ai déjà déterminé la position des ventres, ben, j'ai juste à checker. À mi-chemin, je vais trouver la position des nœuds. Donc, j'ai la position des nœuds. Je vais avoir un ventre quand le sin de kx va être égal à plus ou moins 1. Donc, si je fais la liste, je trouve les x. Mais aussi, j'aurais pu simplement prendre à mi-chemin entre les positions des nœuds que j'avais déjà déterminées. OK? Donc, comme mes nœuds sont séparés de 1,047 mètres, OK? Donc, comme mes nœuds sont à toutes les 1,047 mètres, là, donc on se souvient que, pardon, le, le lambda sur 2, c'était 1,047 m. Donc ici, il y a 1,047 mètres entre chaque nœud. Mais le ventre ici, il va être à quoi? Il va être à 1,047 divisé par 2. Donc il y a à peu près 52 cm du nœud. Donc à chaque fois que j'ai un nœud, euh, j'ai un ventre 1,047 divisé par 2, 52 cm après un nœud. OK? Donc, si je regarde sur ma liste, ça me donne quoi? Ça me donne un ventre situé à 52 cm des nœuds, à un quart de longueur d'onde. Si on regarde ici, j'ai un quart de longueur d'onde entre le point en rouge et le point en bleu. Donc, j'ai un quart de longueur d'onde entre un nœud puis un ventre successif. Ben, j'ai juste à faire ça, prendre la position des ventres, ajouter un quart de longueur d'onde, ça va me donner la position des nœuds. Excusez, le contraire. Prendre la position des nœuds, ajouter un quart de longueur d'onde, ça me donne la position des ventres. Okay. On dit de quel mode de vibration s'agit-il et quelle est la fréquence fondamentale d'oscillation? Ben là, on vient de le voir un petit peu. Okay. Comment? Ben, on a dit qu'on avait 8 nœuds, puis 7 ventres si on les compte comme il faut. OK? Donc, dans ma corde, si j'ai 8 nœuds et 7 ventres, je suis donc dans la 7e harmonique ici. OK? Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nœuds, 7 ventres. Donc, j'ai 7 demi-longueurs d'onde. Donc, je suis dans le mode d'oscillation 7. OK? Donc, ma fréquence d'oscillation est, est 7 fois la fréquence fondamentale. OK? Là, on est rendu plus loin dans les notes de cours. On est rendu ici. On dit de quel mode de vibration s'agit-il? Ben, c'est le mode 7 ici. OK? Donc, on est dans le mode 7. Pourquoi? Parce qu'on a 7 ventres. Yeah, boy. Je commence à avoir de la misère. Je peux plus reculer. OK. Donc, et 8 nœuds. Donc, je suis dans le mode d'oscillation 7. Okay. Quelle est la fréquence fondamentale? Bien, on sait que la fréquence du mode 7, c'est 7 fois la fréquence du mode fondamental. Puis si je regarde dans l'équation, on nous donne okay, la fréquence du mode 7. Okay, pourquoi? Mais le oméga est égal à 40 rad par seconde. Donc le oméga du 7e mode
est égal à 40 rad par seconde, qui est égal à 2π fois la fréquence du septième mode. Donc la fréquence du mode 7 va être égale à 40 rad par seconde divisé par 2π, qui va être égal à 6,37 Hz. Okay. Mais ça, quand on vous demande la fréquence fondamentale, okay, c'est pas ça. La fréquence fondamentale, c'est le F0 qu'on cherche. Donc, si la fréquence mode 7, c'est 6,37, la fréquence du mode fondamental va être la fréquence du mode 7 divisé par 7. Donc, 6,37 divisé par 7 égale 0,909 Hz. Okay? Donc, ça va être la fréquence d'oscillation du mode fondamental. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir assez rapidement? Là? On vient de voir les ondes stationnaires. Donc, quelles sont les conditions pour avoir des ondes stationnaires? Il faut avoir un nœud à chaque extrémité de la corde. Okay? Je résume. Là. Okay? Ça, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'établir des contraintes sur les fréquences. Okay? Donc, parce que, puis je vais juste brièvement rappeler ce qu'on vient de voir dans la vidéo, là. Le mode fondamental, par exemple, j'ai un nœud imposé à chaque extrémité de ma corde. Je sais que j'ai un nœud à toutes les demi-longueurs d'onde. Donc, dans ma corde de longueur L, dans le mode fondamental, je vais réussir à rentrer une demi-longueur d'onde, ce qui va donner des contraintes sur les fréquences parce que V, qui est égal à lambda F, est aussi dicté par les conditions de la corde. Donc, d'imposer une vitesse de propagation en imposant une certaine tension à une certaine corde, ça contraint les vitesses de propagation, donc à différentes longueurs d'onde permises vont correspondre différentes fréquences permises. Okay? Donc, comme toujours, je vous invite à poser des questions dans les séances Zoom qu'on a en direct. Je vous invite aussi à poser des questions et à passer des commentaires constructifs, s'il vous plaît, dans les commentaires dans la page. Vous pouvez aussi passer par Moodle. On a toujours un forum qui est ouvert et qui est prêt à prendre des questions. Je vais assez régulièrement puis je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Sinon, je vous invite à venir, comme je vous disais précédemment, à la rencontre Zoom, poser des questions. Je sais, vous pouvez me réécouter, mais vous ne pouvez pas me poser de questions pendant la présentation. Puis vous remarquez, c'est la première fois que je fais ça comme ça. C'est pas toujours simple. Ça m'arrive de me tromper. Ça m'arrive de faire des petites erreurs là, de signe puis de cos puis de valeur. Mais si vous êtes mêlé, n'hésitez pas, venez me voir, venez me poser des questions. Puis on se revoit incessamment là, dans la prochaine session Zoom. Vous avez toutes les informations sur Moodle. Donc, bonne journée.